Ok. Donc bonjour à tous. Donc bienvenue pour le sprint 43, sprint Easy par Easy Mesure, qui a commencé le 9 septembre et qui se termine aujourd'hui le 6 octobre. Le sprint 43, on l'a intitulé Peaufinage du profilage parce que on vous avait parlé d'une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en place au cours de ce sprint qui est l'enregistrement d'un profil à la fois organisme et utilisateur. Et donc c'est ce qu'on va vous montrer. En tout cas, c'était le thème du sprint en cours. Le sprint précédent, je vous rappelle, c'était le sprint 42 où on avait fait pas mal de choses qui avaient duré longtemps et que c'était en fait plein de petits cadeaux et la réduction de la dette technique. Voilà. Ce sprint-ci a été plus court et nous arrivaient des aventures. Voilà, donc le sommaire habituel avec les points habituels. Donc depuis déjà plusieurs sprints, on a un point unpaywall. Et aujourd'hui, on a un point en plus qui est celui de la production. Donc la production, pardon, on a souhaité les faire intervenir pour que vous fassiez connaissance avec eux. Vous savez qu'on opère pour le CNRS, PIP CNRS, donc on fait des stats d'usage aussi pour nos propres usages. C'est nos collègues de la production qui surveillent et qui vérifient que tout marche bien, qui surveillent aussi que EasyMesure et toutes les machines fonctionnent bien. Et au cours de ce sprint, ils nous ont sauvé la vie parce que suite à l'arrêt électrique, on a eu un redémarrage problématique et donc on a pu restaurer les applis, mais ils vous en parleront tout à l'heure. Voilà, donc le peaufinage du profil établissement, c'est le thème du sprint. Et c'est Yannick qui en parlera tout à l'heure, donc en fin de revue. Je passe aux métriques, enfin à la communication. Avec les métriques, on a eu 4 nouvelles installations au cours de ce sprint, une en France et puis les autres à l'étranger, Singapour, Algérie et États-Unis. On a eu 5 rendez-vous qui ont été consacrés essentiellement aux collaborations qu'on a en ce moment avec la BNL, avec l'OCLC, où ils se sont mis à faire des analyses de plateforme et écrire des parseurs pour augmenter la couverture EasyParse parce qu'ils sont en train de monter en charge avec leur installation. On a eu aussi des rendez-vous avec Open Edition pour faire le point et puis j'en reparlerai pour progresser sur notre collaboration. Ça a donné 5 heures, environ 5 heures de support. On a eu aussi 10 inscriptions, 10 nouveaux inscrits sur EasyMesure. Analogiste, je passe la main à Fred. Fred. Eh bien, oui, bonjour à tous. Donc, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Euh, depuis le sprint précédent, nous avons 458 plateformes recensées dans Analogist. Donc, 5 nouvelles plateformes ont été ajoutées, avec actuellement 308 parseurs qui sont actifs dans EasyParse, dont 183 qui sont utilisés par l'ensemble de l'ESR. Avec donc un taux de couverture de 67,25% et 59,42% qui sont utilisés par l'ESR. Et pour aller plus loin dans les métriques, dans la diapo suivante, voilà, donc on a donc nos 183 parseurs qui sont actifs. On les voit dans les chiffres du tableau de bord EasyMesure avec les chargements depuis janvier 2020. On a 54 millions d'événements de consultation chargés. Et les plateformes les plus utilisées donc, par l'ESR, ce sont Kern, Science Direct, CFinder, Dalos et Web of Science. Web of Science. Voilà. Pour la partie donc mise à jour cet automne, donc on a eu une journée parseur. Le 22 septembre avec Yannick, on a travaillé sur certaines plateformes qui avaient été donc analysées ou réanalysées. Donc, nous avons eu un travail sur les plateformes Wiley, Gstore, Cambridge University Press et la base de données citationnelles Scopus. Donc, ces mises à jour font l'objet d'un article de blog qui est détaillé, qui explique un peu toutes les modifications qui ont été faites sur ces plateformes
qui existent déjà dans EasyParse. Et par contre, on a fait un focus sur la plateforme Scopus et je vous en parle dans la diapo suivante, avec justement donc la mise en conformité des événements de consultation donc de cette base de données citationnelle. On avait travaillé dans le sprint précédent avec Thomas sur Web of Science. On a mis également en conformité Scopus. Notamment, on a modifié donc le R-type anciennement des références qui étaient donc analysées dans Analogist et on les a remplacés par RecordView, donc c'est le R-type qui est préconisé dans Counter 5. Les TOC, donc les sommaires, eux, deviennent des searches, des résultats de recherche. Voilà. Et donc tout fonctionne dans EasyParse, puisqu'on a le test qui a été fait dans EasyLogger. Et je vous invite donc à retraiter vos logs depuis le mois de janvier si vous souhaitez avoir donc les événements de consultation de Scopus et de Web of Science avec les bons R-types de type counter. Voilà pour la partie analogiste. Et maintenant, on va passer à Steven qui va nous parler de la documentation des middleware dans EasyParse. Steven, on t'entend pas. Alors, On l'entend pas, Steven. prends le mien. Heureusement, ils sont dans le même bureau. Alors, petite piqûre de Tu, rappel sur la tu es loin là, documentation des point de middleware. vue du son. Donc, nous avions présenté la dernière fois donc la documentation des middleware qui avait été mise à jour. Donc on vous rappelle qu'elle est encore à jour. Donc on la retrouve. Donc j'ai pas mis le lien, mais en tapant doc EasyParse, vous pourrez la trouver facilement. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une catégorie middleware à gauche où on a toute la liste des middleware. On peut voir qu'on indique aussi les middleware dépréciés tels que Field Splitter. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc pour mettre à jour la documentation des middleware, alors en fait on a nos dépôts EasyParse et EasyParse middlewares sur nos machines. Et donc dans le dépôt EasyParse on a un dossier doc où il y a juste des fichiers en Markdown qu'on modifie. Et on a dans le dossier EasyParse middleware, dans chaque middleware, un fichier readme.md, donc aussi en Markdown, qui, une fois poussés sur leurs dépôts respectifs, vont déclencher des actions GitHub, donc des GitHub Actions. Donc pour le cas des middleware EasyParse, en fait, la GitHub Action va aller déclencher une GitHub Action dans le dépôt d'EasyParse, qui, elle, va s'occuper de rapatrier tous les fichiers Markdown des middleware dans la doc EasyParse pour ensuite lancer la génération de la doc et donc la mettre en ligne sur la page GitHub. Donc voilà pour la mise à jour des middleware. Nous avons aussi amélioré l'interface de l'utilisation des middleware. Donc dans l'administration, on a rajouté une page middleware. Donc on le voit brièvement passer sur ce GIF, mais en haut de la page, on a donc la version des middleware et la possibilité de les mettre à jour via un bouton. Donc ce qu'on retrouve ici sur Pardon. ce GIF, c'est à gauche la liste des middleware disponibles. Oui. Des middleware disponibles et donc à droite la liste des middleware qui est déjà dans la configuration d'EasyParse. Donc pour pouvoir rajouter des middleware et à l'endroit où vous souhaitez, il suffit juste de faire un glisser-déposer. Donc cette liste, on peut la remettre par défaut donc via le petit bouton en haut à droite de la liste qui se trouve donc à droite. Elle est sauvegardée en base de données, donc c'est celle-ci qui est on peut passer à la... Ouais, voilà. Donc sur cette diapo, donc pour un traitement de log, on va retrouver à peu près la même interface, sauf qu'ici, dans les middleware actifs pour le traitement, on retrouve plus ceux qu'on avait dans l'administration car ils sont déjà actifs de base. Et en fait, là, c'est juste les middleware qu'on souhaite rajouter à la liste existante pour le traitement. Et pareil, un simple
glisser-déposer et possibilité d'ordonner la liste. Donc voilà. Donc là, j'avais lancé un traitement pour l'exemple. Et dans les informations générales, on retrouve la liste des middleware, dont les 3 middleware que j'ai rajoutés précédemment. Normalement, on devrait le voir à la fin de ce GIF. Voilà, j'avais rajouté Botua Detector, Populate, donc voilà pour la mise à jour de l'interface pour les middleware. Ok, merci Steven. Juste pour terminer sur les middleware, en fait, bon, il y a des aspects un peu techniques. La problématique, c'est de maintenir une bonne documentation autour de tous les middleware, sachant que les middleware, c'est aussi un des éléments qui est apporté par les contributeurs. En particulier, par exemple, en ce moment, on travaille avec Open Edition ils développent leur propre middleware. Et l'idée, c'est que pour conserver une bonne documentation, donc il faut qu'elle soit à jour. Pour qu'elle soit à jour, il faut qu'elle soit synchronisée et il faut qu'elle soit facile à faire pour les développeurs et que tout se fasse le plus facilement possible. Donc c'est ce que vous a montré en fait, Steven. En automatisant tout le process, ça nous permet d'être un peu plus serein sur la mise à jour de la doc de manière à ce qu'elle soit synchrone et qu'elle soit à jour. En plus, les middleware, c'est quelque chose qui est assez puissant. Donc, je vous rappelle que EasyParse, c'est un espèce de gros tuyau. En entrée, on met des logs. En sortie, on a des événements de consultation. Et au fil de la progression de la constitution des événements de consultation, on va pouvoir ajouter des petites étapes. Et les middleware, c'est ce qui permet d'enrichir les informations. Par exemple, NPWall. NPWall, c'est un middleware qu'on peut utiliser, qui est actuellement pas activé par défaut, mais qui peut permettre d'enrichir les événements de consultation avec les données Open Access. Et donc vous pourrez le faire de façon relativement simple via l'interface EasyParse grâce à ce que vient de montrer Steven. Voilà. Et puis je passe maintenant à la section production. Donc c'est une nouvelle section. Je vous signale qu'en fait on a eu une évolution au niveau de la production puisque notre collègue qui était responsable, en fait, notre correspondant production, a pris sa retraite, Fabien, on le salue, Fabien, bonne retraite, et donc le relais a été pris par Laurent et ses collègues. Donc c'est Laurent qui va parler aujourd'hui, donc je lui passe la main. Voilà, à toi Laurent. Bonjour à tous. Là, je vais aborder trois points. Donc, les contrôles journaliers. Donc, il faut savoir qu'en fait, les traitements qu'on réalise ici, il y a 3 traitements quotidiens qui s'enchaînent. Donc, il y a la récupération des logs, le calcul des événements de consultation et ensuite le chargement dans EZ-Mesure. Donc, pour chacun de ces traitements, on a un script qui permet de le réaliser et donc on vérifie le bon fonctionnement et on corrige éventuellement si on rencontre un problème, on repasse le traitement pour que tout soit correct. Au niveau du déploiement, je complète juste pour dire qu'en fait, effectivement, pendant ce sprint, on a eu des soucis et certains d'entre vous les ont eu aussi avec Crossref, l'API Crossref qui répondait pas. Donc EasyParse, au moment des traitements, il essaye d'interroger l'API. L'API Crossref ne répondait pas et donc ça oblige à refaire le traitement à un moment où l'API marche. Et c'est là où intervient Laurent et son équipe. Voilà. Oui, alors c'est Laurent et ses collègues, voilà. Julien et Martial. Voilà. Alors sinon, donc un travail qu'on a commencé, qu'on n'a pas malheureusement réussi à terminer pendant ce sprint-là, c'est le déploiement d'une nouvelle machine Elasticsearch. Donc c'est la machine que vous voyez dans l'encadré vert. Alors ça nous fait relever trois défis, on dira. En fait, toutes les machines que vous voyez là sur la diapo sont en Ubuntu 16. Et donc là, on est en train de faire un travail pour les passer en Ubuntu 18. Donc cette machine qu'on doit rajouter, du coup, voilà, on va la faire tout de suite en 18. Donc on a du travail à faire pour passer de 16 à 18.
Et puis, bon, il faut savoir que l'ensemble de tout ce qui est OZ mesure n'était pas forcément déployé avec nos outils. C'était déployé à la main, on va dire. Donc là, on automatise le déploiement pour pouvoir être plus réactif quand ça sera demandé et quand il y aura de nécessité d'ajouter des machines. Quoi dire d'autre? Donc voilà, donc le fait d'ajouter cette machine et avec les façons de travailler de l'équipe EZ Mesure, ça nous a aussi obligés à corriger un peu nos scripts. Donc voilà, il faut qu'on avance sur ce sujet-là et bon, ça prend un petit peu plus de temps parce que contrairement à l'équipe de Dominique, nous on n'est pas dédié à 100% sur EZ Mesure, EZ Parts et enfin, toute la galaxie EZ. Donc on a d'autres charges et donc voilà, on ne peut pas consacrer tout notre temps sur ce sujet-là. Donc on avance au fur et à mesure de ce qui est possible. Et puis donc le rattrapage de production. Donc effectivement, on a eu un arrêt de la salle machine sur le week-end du 18 et du 20, 18, 19, 20. Et au redémarrage, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits soucis au niveau de la machine EZ mesure. Donc on est reparti d'une sauvegarde, il a fallu faire des restaurations. On est reparti d'une sauvegarde qui avait eu lieu le 17 au soir. Et donc il a fallu rattraper la journée du 18. Et donc comme l'indiquait tout à l'heure Dominique, la reprise a demandé 3 jours. Il a fallu qu'on relance plusieurs fois de suite les traitements parce que le serveur Crossref ne répondait pas correctement. Donc voilà, ça a demandé plusieurs jours à revenir dans un état stable. Et moi, le mercredi matin, tout était en ordre. Ok, donc merci Laurent. On passe à la suite avec Unpaywall. Unpaywall, et c'est Léo qui va parler. Bonjour. Voilà, c'est moi. Donc, j'avais déjà travaillé dessus en stage lors de la dernière sprint, et le bilan de fin de stage, c'était que le serveur permettait déjà d'accélérer les traitements d'EasyParse en divisant son temps de traitement par 10. Et depuis, j'ai commencé mon CDD depuis le 14 septembre, donc ça fait déjà 3 semaines que je travaille encore sur ce sujet. Mais mon objectif principal, c'était de faire migrer EZ Unpaywall de Postgre à Elasticsearch, donc d'où le GIF, le fameux GIF, le saut à l'élastique. Alors pour rappel, EasyUnpaywall, il travaille avec un volume de données important, donc la diapo précédente. Voilà. Donc un volume de données important. Donc actuellement, on est à 130 millions de données pour 120 gigaoctets. Et donc le problème qu'on avait avec Postgre, c'est qu'on n'avait pas de visuel efficace sur l'ensemble des données et la génération d'un statut de base de données prenait beaucoup de temps et donc cela allongeait le processus d'insertion de données. Donc on a décidé de passer à Elastic pour les raisons suivantes. Ça offre de meilleures performances puisque Elastic est fait pour la visualisation de données et Elastic possède le plugin Kibana, donc il va permettre d'avoir des visualisations de données avec des graphiques, des camemberts, des métriques, mais là je vous apprends rien. Et Elastic permet aussi une meilleure lecture de données, donc l'API Unpaywall devrait répondre plus vite et donc encore accélérer les traitements d'EasyParse. Et donc on a ici un exemple de dashboard Kibana où on peut voir des métriques sur les données Unpaywall. Donc là, en l'occurrence, c'est pour une seule mise à jour. Donc on peut voir le nombre d'articles par année ou encore combien d'entre eux sont disponibles en open access, par exemple. Et donc Unpaywall, il propose des mises à jour hebdomadaires. Donc dans le cadre de EasyUnpaywall, ce sont des fichiers qui font entre 500 mégas et 6 gigas pour les plus gros. Et l'insertion de ces données, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il va être important de pouvoir surveiller l'avancement de ces traitements-là. Donc le processus d'insertion, il fonctionne ainsi. Lorsqu'on va insérer des données dans Elastic, en parallèle, on va avoir une fonction qui va mettre à jour régulièrement un statut de l'insertion. Donc c'est un objet qui est sous format JSON et qui permet de savoir l'état de l'insertion des données sur le serveur EasyUnpaywall. Et donc on a également une commande EZU qui va accompagner le serveur. Donc cette commande, elle va permettre d'interagir avec le serveur depuis un terminal.
mais elle va aussi permettre de faciliter l'automatisation des mises à jour des données dans Elastic. Donc pour le moment, on peut faire 3 commandes. Donc on a la première, update, qui va se charger d'insérer le contenu des fichiers de mise à jour. Donc elle a plusieurs paramètres. On peut lui spécifier un nom de fichier ou choisir dans une liste le fichier qu'on veut insérer. On peut télécharger les mises à jour qui proviennent d'NPWall et insérer leur contenu dans une période donnée. On peut choisir à quelle ligne commencer, à quelle ligne on s'arrête. Et on peut faire la mise à jour hebdomadaire si on ne spécifie aucun paramètre. On a en deuxième commande la commande report, donc qui va se charger d'afficher le contenu des rapports d'insertion. Donc, comme pour la commande update, on peut spécifier un nom de fichier pour voir son contenu ou choisir dans une liste. On peut choisir d'afficher uniquement les rapports d'erreur et on peut afficher le dernier rapport qui a été généré. Et en troisième commande, donc la dernière, c'est la commande task qui, si un traitement est en cours, elle va se charger d'afficher le statut du traitement. Et si rien n'est en cours, on affiche qu'aucune requête n'est en cours d'exécution. Ok. Donc merci Léo. Donc là en fait la partie commande c'est typiquement ce qui va être utilisé par la prod pour vérifier, pour lancer les traitements, automatiser tout ça. On passe maintenant à EasyMeasure. Oui, je vais enchaîner. Donc avec un cas d'usage donc maintenant des nouvelles fonctionnalités Sushi 5 dans EasyMeasure, c'est le chargement donc du tableau de bord avec les données éditeurs. Donc ce tableau de bord, il était fait pour le CNRS, donc pour le service des négociations. Donc actuellement, je travaille avec Isabelle Didlot du service Négo. Et son besoin à elle, c'était d'avoir un tableau de bord qui soit filtré sur deux portails, INE et NSB, et par exemple avoir une liste des titres abonnés qui soient des filtres intégrés directement au tableau de bord, qui lui permettraient donc, selon ses besoins, d'utiliser tel filtre des éditeurs ou un autre. Donc là, actuellement, on a commencé avec un filtre Taylor et Francis, avec donc, on le voit à droite, une liste de titres de revues. Et donc, ce filtre est paramétré et ça lui permet d'avoir directement les usages de ces titres abonnés. Et donc, on va continuer ensuite sur d'autres éditeurs pour lui permettre justement d'avoir un tableau pratiquement tous en un et en même temps personnalisé. Sinon, donc, on a eu beaucoup de succès pour la présentation donc des reporting PDF avec donc vos données pour vos UMR dans vos établissements. Donc, on a eu pas mal de demandes, notamment une en particulier pour qui est un petit peu, je dirais, un prototype. C'est le reporting PDF donc pour Lille. Qui est un envoi hebdomadaire donc du tableau de bord qui est envoyé en une seule fois pour l'année, notamment l'année 2019. Donc là, on est en train de tester avec Lille, mais sinon, on a envoyé donc à tous ces établissements qui sont indiqués ce rapport PDF qui contient donc les métriques, les usages des UMR général, donc c'est un tableau générique. Et puis le top 20 des titres les plus consultés pour l'année 2019. Donc si vous êtes toujours intéressé, n'hésitez pas à consulter l'article de blog qui décrit ce que contient ce rapport et comment en faire la demande auprès du service négo du CNRS. Et là, je vais laisser la main à Steven qui va venir me rejoindre parce qu'il a un problème de micro et il va continuer avec la page contact d'EasyMeasure. J'en profite, du coup, je peux poser une question tout de suite ou ça sera à la fin? Oui, vas-y. En fait, je voulais savoir justement ce PDF, c'est juste pour les établissements qui ont EasyParse ou même si on a tu vois, les rapports téléchargés grâce à Sushi, on peut demander aussi des envois PDF? Alors, là, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie, ça c'est la partie consultation des UMR sur BibCNRS, en fait,
qu'on propose. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que comme on ne peut pas proposer aux organismes de consulter l'ensemble des consultations BIP CNRS, on leur fait une sélection qui correspond juste à leurs UMR. Donc là, il y a une petite partie manuelle donc, qui consiste à faire un filtre pour ne retenir que les UMR qui sont concernés par l'organisme. Et ce dashboard, là, en fait, personnalisé, on peut le coupler aussi au service reporting. Et le service reporting aussi, donc du coup, on peut aussi l'adosser effectivement au téléchargement Sushi, mais ça viendra avec la phase 2, du téléchargement Sushi. C'est-à-dire qu'on proposera dans la foulée éventuellement le fait que les données Sushi seront téléchargées automatiquement à partir du moment où on a vos informations Sushi pour se connecter aux plateformes, et le dashboard générique qui pourra être envoyé dans la foulée. D'accord, ok, merci. Et du coup, pour l'INRIA, qui est aussi un organisme national où il y a des UMR des fois partagés avec le CNRS ou d'autres universités, on pourrait aussi avoir ce genre de choses ou Bien pas? Tout à sûr. fait, oui, tu peux Ouais, demander le ok. service. Ouais. Oui, Ok, ok. tout est expliqué dans l'article, Jacqueline. Tu peux Ah oui, d'accord, contacter directement Catherine Fournier et d'accord. puis lui envoyer la liste UMR qui est formatée. On a demandé un formatage particulier, c'est Ouais, expliqué. ouais, Et puis à ce moment-là, quand c'est validé, tu recevras un tableau PDF avec ces consultations des UMR ok, de l'INRIA. ok, ça marche. Merci. Je De vais rien. consulter l'article. On continue avec Steven? Alors vas-y, Steven. Donc, nous avons ajouté une page de contact dans EasyMesure. Tu peux rapprocher un peu le micro? On n'entend pas. Droite. Donc, du menu où il y a accueil, tableau de Tu bord, peux tout rapprocher ça. un peu le micro, Steven? Ah. Voilà, ouais. Là, on m'entend mieux. Un petit peu mieux. Encore un petit peu. Ouais, mais Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, ça marche. Je vais me Vas-y, parle. rapprocher. Ouais, c'est bon. Donc oui, je disais, une page de contact a été rajoutée sur EasyMesure. Donc on va la retrouver dans le menu en haut à droite. Donc il faudra y renseigner une adresse email si on n'est pas connecté. Si on est connecté à EasyMesure, normalement c'est l'adresse email de l'utilisateur qui sera ajoutée. Donc on aura deux possibilités, des demandes de renseignement et un rapport de bug. Dans le cas du rapport de bug, il y a une case cochée par défaut. Donc on va la voir ici, qui est envoyer la version de mon navigateur. Vous pouvez la décocher, mais ça nous sert à savoir sur quel navigateur et quelle version vous êtes au moment d'un rapport de bug. Voilà ce qu'il en est pour la page de contact. Nous travaillons aussi sur une commande pour tout ce qui est la gestion des pages de profil, donc des institutions. En fait, elle va nous servir principalement à lister toutes les institutions enregistrées dans EasyMesure. Donc on peut le voir avec la première commande qui, elle, liste donc toutes les informations dans un tableau. On a la même commande déclinée avec le nom de l'institution. Donc là, on majuscule, minuscule, peu importe, on trouve quand même l'information. On va y retrouver le nom, le sigle, le site web, le type d'institution, la ville. S'il y a eu une automatisation d'EasyParse, d'EasyMesure et du reporting, les noms de domaine utilisés et les membres. Donc le type du membre à l'intérieur de l'institution et donc son nom et son prénom. On peut passer à la slide suivante. Mais le but principal de cette commande, c'était aussi de pouvoir créer par le biais de la commande des institutions, avec la commande institution-add, qui en fait va nous permettre de créer des institutions par rapport aux données déjà existantes. Il nous suffira juste de les renseigner pendant le déroulement de la commande et ça créera ensuite l'institution. On va retrouver les informations à rentrer comme on peut le voir en fait dans la commande précédente pour afficher l'institution. On va avoir le nom de l'établissement, le sigle, sa page d'accueil, sa ville, le type, l'automatisation et tout ça. Une commande pour ajouter des membres arrivera par la suite. Voilà. On a aussi la commande pour la suppression. Donc c'est le deuxième JIT qu'on va trouver en dessous. Donc là pour l'instant j'avais mis que 2 institutions.
Et c'est une liste à choix multiples. Choisir une ou plusieurs institutions pour les supprimer. Voilà pour la commande de page profil. Donc voilà, enfin ça c'était pour vous montrer en fait, cette sprint review est relativement technique, hein. Vous voyez beaucoup de choses qui sont derrière, enfin sous le capot en fait, hein. C'est beaucoup du moteur. Et donc du coup on vous montre quand même tout ce qu'on est obligé de mettre en place pour que ça puisse être fluide à votre niveau. Je voulais revenir sur la page aussi contact. N'hésitez pas à nous faire des retours, hein, parce que on essaie de réagir assez vite et donc on essaye aussi de mettre les mécanismes qui soient le plus pratiques possible pour vous aussi, de nous faire des retours et pour nous aussi de collecter le maximum d'informations pour qu'on puisse avoir le contexte dans lequel serait survenu le problème pour pouvoir vous aider à le résoudre ou apporter la résolution de notre côté. Voilà. Le point suivant, c'est la collaboration avec OpenEdition. Pardon. Donc on collabore avec OpenEdition sur plusieurs points. Donc ils utilisent EasyParse pour produire leurs statistiques d'usage, enfin leurs données d'usage. Pardon. Et donc ils ont écrit un middleware OpenEdition qui permet d'enrichir les événements de consultation qu'ils produisent eux-mêmes. Et donc du coup ils sont en mesure de produire des données d'usage. Et donc du coup ils sont en mesure d'automatiser cette production via le protocole Sushi avec Counter 5. Ils ont mis en place ce service et on leur a proposé de pouvoir tester aussi ce service pour savoir s'il est opérationnel, puisque on l'a déjà fait pour pas mal de plateformes. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a présenté dans les sprints précédents. Et donc là en fait vous voyez que on a lancé la commande vers leur serveur pour des informations qui sont les abonnements CNRS sur OpenEdition. Et ces informations sont automatiquement téléchargées dans un index spécifique, dans un espace spécifique et avec donc le dashboard générique qui permet de voir des informations Sushi 5. Voilà. Et suite à ça, ce test qui a été fait avec nos données va être étendu avec d'autres interlocuteurs et donc peut-être ils vont vous contacter. Je sais qu'ils ont déjà contacté Rachid de Lille pour expérimenter le téléchargement Sushi avec eux. Voilà. Et là, je passe la main à Yannick qui va nous parler du thème du sprint. Bonjour. Alors, donc du coup, pendant ce sprint, alors déjà, pendant les sprints derniers, on vous avait déjà présenté donc une première version de notre nouveau formulaire pour gérer tout ce qui est profil, établissement et gestion des identifiants Sushi. Donc que vous donnez actuellement, que l'on récupère actuellement plutôt par mail. Donc, l'objectif pour nous, je le rappelle, est d'une part de donner la main à nos utilisateurs pour pouvoir mettre à jour leurs informations d'établissement. Actuellement, nous, on gère ça depuis en gros une feuille Excel, une feuille Google Sheets qu'il faut qu'on mette à jour manuellement pour tous nos établissements et vous commencez à être nombreux, il faut dire ce qui est. Donc, le but, ça va être maintenant de vous donner la main là-dessus, d'une part, et d'autre part, on souhaite que vous puissiez nous faire parvenir vos identifiants Sushi plus facilement dans l'objectif à plus long terme, enfin à moyen terme, de pouvoir moissonner automatiquement vos rapports Sushi pour pouvoir les ajouter directement dans des tableaux de bord EasyMesure. Donc, pendant ce sprint-ci, l'objectif, c'était de peaufiner ce qui avait déjà été fait, rajouter une meilleure gestion des droits, notamment, et de commencer à automatiser certaines choses, notamment, justement, l'attribution de droits pour pouvoir accéder au tableau de bord de votre établissement. Donc, comment que ça se passe ?
On va pouvoir démarrer la vidéo, du coup. Alors, comment que ça se passe? Déjà, imaginons... Wow, dis donc, c'est très flou. Bon, peu importe. Donc, Monsieur Nelson est une personne d'une institution quelconque, on va dire qu'il appartient à Couperin, se connecte à EasyMesure, et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va avoir accès dans son espace à une petite section Mon établissement, dans lequel il a une page de profil. Donc, quand il arrive dessus, étant donné qu'il est nouveau, on va détecter qu'il n'appartient pas encore à un établissement. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va il va créer cet établissement en cliquant sur le gros bouton prévu à cet effet. Voilà. Donc là, on arrive sur une page que vous avez déjà vue où on peut rentrer les informations de notre établissement. Donc là, en l'occurrence, on va rentrer 2-3 informations sur Couperin. On va pouvoir rentrer des domaines propres à cet établissement qui nous permettront plus tard éventuellement de rattacher automatiquement des membres, les personnes qui se connectent à EasyMesure à un établissement. Et une fois l'établissement créé, on va constater qu'il a un statut non validé. Alors, la validation des établissements va nous permettre c'est-à-dire que maintenant que vous allez avoir la main pour créer des établissements, il faut tout de même que l'équipe, donc nous derrière, nous puissions valider que n'importe qui se connecte à EasyMesure ne rentre pas non plus n'importe quoi. Donc, il y aura toujours une étape de validation et de vérification que la personne est bien correspondante de son établissement. Une fois, tant que l'établissement n'est pas validé, il n'apparaît pas dans les pages de nos partenaires. Donc, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Nous, de notre côté, donc un administrateur, donc une personne de l'équipe, va aller se connecter à EasyMesure. Donc, voilà, on va l'appeler Monsieur Admin aujourd'hui. Donc, Monsieur Admin est un administrateur, il fait partie de l'équipe EasyParse, il a donc le rôle super user et il a dans son espace une section administration des établissements. Donc là, on voit l'établissement qui vient d'être créé, qui est donc non validé. Et nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va lui associer un index et un rôle. Voilà. L'index nous permettra de mettre à jour le nombre d'événements de consultation qui sont stockés comme ce qu'on affiche actuellement dans la page des partenaires. Et le rôle nous permettra d'associer les gens à cet établissement. Une fois que ces deux informations sont rentrées, on va valider l'établissement. Donc là, on voit qu'il est en statut validé. Et à partir du moment où il est validé, déjà, il va apparaître dans la page des partenaires. Voilà. Et celui qui a créé l'établissement, du coup, va se retrouver avec les rôles qui vont bien pour lui dire, donc il va avoir le rôle de l'établissement, donc là, en l'occurrence, le rôle, on l'a appelé Couperin, donc qui veut dire qu'il appartient à l'établissement, et il va avoir 2 rôles supplémentaires, Tech Contact et Doc Contact, qui spécifient qu'il est à la fois contact technique et documentaire. Donc, pour le moment, on lui donne les deux rôles automatiquement au moment de la validation. Et une fois que l'établissement est validé, et comme il est contact de l'établissement, il va pouvoir accéder à cette page-ci pour gérer ses identifiants sushi. Et donc, ce formulaire sushi il n'y a pas eu d'évolution par rapport à la dernière fois le dernier formulaire qu'on vous a montré. Donc, on précise une plateforme, on lui donne les différents identifiants nécessaires, la clé d'API si besoin, et c'est à peu près tout. Et donc, on va pouvoir gérer nos identifiants là, et nous, de notre côté, on va pouvoir les récupérer ici pour pouvoir donc récupérer les rapports et les insérer dans EasyMesure. Voilà. Eh ben merci Yannick, c'était assez rapide, hein, c'est assez dense comme explication. Oui. Mais de toute façon, comme annoncé en fait, hein, et vous l'avez vu, on va ouvrir progressivement ce service à un certain nombre d'utilisateurs
Donc là, il faut vous manifester. Donc on a déjà des gens qui se sont manifestés. Donc pour cette phase 2 en fait du téléchargement Sushi, hein, donc du coup, pour les gens à qui on va ouvrir le service, eh ben, vous pourrez accéder à cette page établissement que vous pourrez remplir, qui sera éventuellement pré-remplie, hein, pour ceux dont on a déjà un certain nombre d'informations. Donc du coup, vous pourrez valider ces informations, vous pourrez en rajouter de nouvelles, et on va pouvoir tester ensemble que tout se passe bien. Et une fois que on aura avec ces utilisateurs pilotes, une fois qu'on aura vérifié que tout se passe bien, on ouvrira de façon plus générale ce service. Voilà, ça va nous permettre nous d'avancer prudemment et de ne pas être obligé de faire machine arrière dans le cas où on s'apercevrait qu'il y a des choses qui se passent pas très bien. Voilà. Donc du coup je lance l'appel. Si vous êtes intéressé par entrer avec nous dans cette phase 2, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va consister à vérifier vos informations établissement, vérifier vos informations Sushi, éventuellement à en mettre de nouvelles. Et suite à ça, eh bien, on va procéder à des tests d'automatisation de ces chargements. Donc, une fois que les informations Sushi seront chargées, on pourra le faire de façon manuelle. Ça sera la première étape. Et puis la deuxième étape, on automatisera ça de manière à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Voilà. Ok, donc on dit tout de suite si on est intéressé pour la phase 2. Voilà, vous envoyez un mail, à l'équipe et on va recenser. Donc on a déjà noté qu'il y en avait certains qui étaient quand même déjà bien intéressés. Ok. Voilà. Et les heures de réception des mails seront prises en compte, hein, dans l'ordre de priorité. Donc dépêchez-vous. Zut, j'ai du retard, j'ai déjà loupé une étape. Non, ça va aller. Non, mais vous manifestez par les canaux habituels et puis on prend contact. Ok. Ouais. Okay, et puis le truc c'est que si tout se passe bien, on pourra ouvrir relativement rapidement à tous. Mais on veut vérifier quand même que voilà. Tout fonctionne bien. Donc il y a quand même des impacts au niveau des requêtes qui vont se passer vers l'extérieur, des volumes qui pourront être ramenés, les tailles des index vont progresser. Et puis vous avez vu qu'on est on mène plusieurs choses en parallèle, qui est l'intégration d'une nouvelle machine dans le cluster EasyMesure qui va nous permettre de répondre à la fois au volume et à la charge que pourrait occasionner en fait l'augmentation du nombre d'organismes qui vont déposer. Voilà. Ça va permettre aussi de mettre à jour les correspondants EasyMesure, puisqu'à partir du moment où vous allez vous manifester, que vous allez remplir le formulaire, vous allez vous déclarer en tant que correspondant technique ou documentaire. Donc ça, on peut le préciser, ça sera l'occasion aussi de revoir un petit peu, de faire un peu un nettoyage et une mise à jour en fonction des départs, des arrivées des nouveaux correspondants. On l'a vu dernièrement, des nouveaux établissements qui sont inscrits ou des personnes qui ont changé au niveau de leur équipe. Donc ça sera l'occasion aussi Et aussi, vous pourrez changer le logo de votre établissement aussi. C'est important de le dire. Tu peux continuer du coup, puisque tu as la parole. Du coup, je vais terminer cette sprint. On arrive à la fin. Et donc, ce qu'on a prévu pour les semaines à venir, c'est la revue de projet numéro 44 qui aura lieu le 17 novembre et la revue 45, donc celle juste avant les vacances de Noël, le 15 décembre. À savoir que les réunions GTI continuent. Il y en a deux de prévues, le 15 octobre à 10h et le 23 novembre à 10h en visio. Thomas, tu complètes si j'ai oublié quelque chose dans le slide, mais je sais que tu avais une réunion récemment avec Thomas Junot, donc s'il y a non, elle est reportée à cet après-midi. Mais oui, normalement, le GTI se tient le 15 octobre. Alors, est-ce que c'est vraiment à 10h ou est-ce que c'est passé l'après-midi? Non, c'est bien ça, ouais. Le prochain GTI, c'est le 15 à 10h. Voilà. Donc, uniquement en visio. Uniquement en visio, ouais. Et donc, je vais laisser aussi la parole à Dom pour parler de la ligne de vie, justement, pour les prochaines semaines et l'évolution jusqu'à la fin de l'année, décembre 2020.
En fait, oui, c'est pour, c'est le slide qui revient toujours en fin de revue. Bon, il bouge un petit peu, hein, il y a des choses qui ont reculé, il y a des choses qu'on a faites un peu plus tôt que ce que, voilà, qu'on pensait. On reviendra en fait sur, parce que le middleware d'enrichissement EasyMeasure a pris pas mal de retard, parce qu'on a un blocage au niveau des interactions qu'on pourrait avoir. Donc du coup, on va la prochain sprint, on va travailler sur Readmetrics en fait. Comme je vous l'ai annoncé, vous pouvez candidater pour la phase 2, Counter Sushi, Counter 5, remplissage du profil. Donc on va enregistrer les informations. Une fois qu'on va avoir enregistré les informations, on pourra il y a déjà des candidats. On pourra donc lancer le chargement Sushi via EasyMeasure en mode cron, enfin en mode automatisation. Et puis on pourra donc du coup au sprint suivant présenter comment ça aura fonctionné. Voilà. Donc le sprint qui va venir, c'est qu'on va progressivement stocker des informations qui au sprint suivant nous permettront de montrer des choses et éventuellement d'ouvrir le service. Donc le Readmetrics, en fait, je vous rappelle, ça va être la possibilité pour un consortium de déployer une stack complète Easy, c'est-à-dire EasyParse, EasyMeasure, avec toutes les fonctionnalités qu'on propose, c'est-à-dire les enrichissements au niveau EasyParse, et puis le reporting au niveau EasyMeasure, les téléchargements Sushi, donc quelque chose qui pourrait être assez intéressant, sachant que en plus, on l'a pas montré là, mais on a du coup aussi une vision agrégée une possibilité en tout cas d'avoir une vision agrégée de tous ces téléchargements Sushi qui sont centralisés au niveau d'une instance EasyMeasure. Voilà. Une chose aussi sur laquelle j'aimerais bien qu'on avance, c'est sur le reporting Vega, c'est-à-dire avoir des reportings encore plus beaux que ceux qu'on propose, un peu plus ciblés, un peu plus pour recevoir ça dans la boîte aux lettres. Voilà ce sur quoi on voudrait travailler. Alors, on enchaîne avec la dernière diapositive. Voilà, donc au sujet des formations, donc actuellement, donc avec donc la crise du Covid, nous ne faisons plus d'ateliers dans vos établissements. Pour l'instant, c'est un petit peu la situation qui ne nous permet pas de nous déplacer. En revanche, comme l'avait expliqué Dominique lors de la dernière revue, on a augmenté les supports en visio, donc avec des petits groupes de collègues. Donc, si vous avez un besoin en matière d'analyse de plateforme, en écriture de parseur ou même en création de tableau de bord et la navigation dans votre espace Kibana, n'hésitez pas à contacter l'équipe. On organisera des supports d'1 heure en fonction du besoin et on essaiera de vous aider au mieux pour avancer dans vos tableaux de bord. Voilà, donc on vous remercie beaucoup et maintenant on va passer aux questions. Donc là, vous pouvez allumer votre micro si vous souhaitez poser une question à l'équipe. Moi, j'avais juste une autre demande. Est-ce que ça serait, parce que j'ai pas bien vu là pendant la visio, ce que ça donnait le nouveau portail, enfin la nouvelle vue que vous avez fait pour le BIP CNRS INE avec le tri sur éditeur et tout ça? Je pense que ça peut donner des idées aussi sur des choses qui peuvent être intéressantes, comme l'INRIA est aussi un organisme national, voilà, ça peut être. Parce que là, je vois pas très bien, moi, Alors, en fait, ce qui se passe, grossir le truc. Donc déjà, ce qui se passe, c'est un tableau de bord, c'est dans le même type que tu as pour l'INRIA, Ouais. donc Counter 5. Donc, il a déjà été préfiltré sur le Total Item Request, donc Ok. en haut à droite. Ok. Donc là, c'est pour avoir vraiment pour avoir un équivalent du JR1 en fait, Ouais. sans les open access. Et donc, on a créé un filtre avec une liste title.keyword, donc c'est les titres dans les titres des revues par éditeur, et on a sélectionné alors le nom exact de la revue tel qu'il est enregistré dans EasyMeasure. Donc s'il y a une majuscule, il faut la mettre. Et donc tu crées ce filtre en ajoutant ces noms des revues
Et il suffit simplement de sauvegarder en donnant un label à ce filtre, que l'on a appelé par exemple là Taylor. Et on a sauvegardé, ce qui fait que tu te retrouves avec un tableau de bord où tu peux créer plusieurs filtres pour chaque éditeur auquel tu as une liste d'abonnements. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un tableau qui contient tous les titres des revues, et donc parfois ça peut être un peu perturbant parce tu vas voir la liste, toutes les listes et tu vas rechercher ceux auxquels tu es abonné. Là, il suffit ensuite d'activer le filtre de ton éditeur et tu ne verras à l'écran que la liste sur le tableau de bord de tes titres abonnés. D'accord, ok, c'est pas Donc, mal ça. donc s'il y a besoin par la suite comme je disais, de faire des supports par rapport à ces filtres, il y aura possibilité bien sûr de voir ça ensemble. Ok, merci. Donc ça sert pas mal pour Isabelle Didlot, hein, et c'est vrai que ça permet d'avoir une vue directe à la fois sur les consultations, mais aussi sur la partie open access et sur les YOP. Ok. Voilà. Les Merci. YOP qui sont les années de publication, hein, pour les novices, pas du tout pardon. des yaourts à boire. Oui, c'est pas à boire. Ouais. Donc c'est year of publication, et la communauté Counter parle de YOP parce que voilà, on aime bien utiliser des acronymes, mais ça signifie année de publication. C'est vrai qu'il fallait le préciser. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, de toute manière, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent par la suite, hein, n'hésitez pas à contacter l'équipe EasyTeam.